Au chapitre de l'actualité, le vice-président exécutif de l'Agence multilatérale de garantie des investissements est en Côte d'Ivoire. Il a visité des sections du projet Bus Rapide Transit BRT financé en partie par la Banque mondiale. La clôture du séminaire de planification stratégique de la Confédération des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries de Côte d'Ivoire s'est déroulée ce jeudi. Nous vous dévoilerons les objectifs de cette activité. Et pour répondre à l'enjeu lié au développement du capital humain, le groupe Expertise Locale a procédé au lancement de l'édition 2024 des Journées nationales des métiers. Les détails dans cette édition. Bienvenue à tous et ravi de vous savoir en notre compagnie sur Business 24 Africa. Hiroshi Matano, vice-président exécutif de l'Agence multilatérale de garantie des investissements, une filiale du groupe Banque mondiale, est en Côte d'Ivoire. La MIGA est une agence internationale dont la mission est de favoriser l'investissement direct à l'étranger, surtout dans les pays en développement. Ce vendredi, il a profité de son séjour en Côte d'Ivoire pour visiter des sections du projet Bus Rapide Transit BRT, financé en partie par la Banque mondiale. Nos reporters Philippe Zabo et Maru Seri l'ont accompagné au cours de cette visite. Ce sont deux sections importantes du BRT qui ont été visitées par Hiroshi Matano, vice-président exécutif de l'Agence multilatérale de garantie des investissements, organisme rattaché au groupe Banque mondiale. La visite a débuté par le futur dépôt des bus du BRT situé à Yopougon, Yaoséi, sur le 4e pont. La seconde section visitée est le milieu du 4e pont d'Abidjan, dans la section appelée Adjamé Délégation, point de croisement entre le métro et le BRT. Abidjan creates 80% of the GDP of Côte d'Ivoire. La région du Grand Abidjan contribue à environ 80% du PIB ivoirien. Un transport sûr, fiable et durable débloque la croissance économique en facilitant un meilleur accès au marché de l'emploi ainsi qu'aux services économiques et sociaux. Ce transport électrique réduira considérablement la congestion, les embouteillages, la pollution de l'air, tout en réduisant les émissions à gaz à effet de serre, ce qui est conforme avec nos engagements climatiques. Au cours de cette visite, nous avons pu constater l'impact transformateur que ce projet aura sur la ville d'Abidjan. Ce projet va transformer et améliorer la mobilité de millions de résidents d'Abidjan. Nous nous réjouissons à l'idée de pouvoir tirer toutes les connaissances et les expériences acquises dans d'autres projets. Durant sa visite, Hiroshi Matano était accompagné par le coordonnateur du PMUA qui a présenté les avantages de ce projet. Après le métro, le BRT va se mettre aussi en œuvre. Et vous allez voir, c'est sur 20 km, 21 stations. Et ce qu'on gagne, le vice-président l'a dit tout à l'heure, c'est un projet résilient. En termes d'abord de lutte contre la congestion, vous allez voir que ça va permettre de rallier très rapidement cette zone dense de Pougon, où habitent pratiquement près de 2 millions d'habitants, aux zones d'emploi, en venant vers Trashville, le port, et tout le Cocody, et toutes ces zones-là, qui sont des zones aussi d'emploi. Et puis relier une grande zone comme Benjerville aussi, qui est donc la zone d'extension par excellence aujourd'hui. Vous avez vu, Abidjan s'étend vers Benjerville. Donc c'est vraiment, on va l'allier en 45 minutes, cette zone-là, alors qu'aujourd'hui on le fait en 3 heures du temps. Pour rappel, le BRT, c'est une ligne de 20 km allant de Yopougon à Benjerville. Elle permettra de connecter ces communes périphériques d'Abidjan aux centres d'activité que sont Adjamé et le Plateau. C'est un projet d'environ 200 milliards de francs CFA, financé en majorité par la Banque mondiale, l'Agence française de développement et la Côte d'Ivoire. Au chapitre BTP, la clôture du séminaire de planification stratégique de la Confédération des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries du Côte d'Ivoire s'est déroulée ce jeudi dans la commune de Cocody. Cette activité avait pour objectif d'outiller les membres de la Confédération en leur donnant les moyens de s'adapter en fonction de leur environnement. Le reportage est signé Michel Brou et Ézéchiel Seri. Ce séminaire va sûrement booster les performances des membres de la Confédération des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries du BTP de Côte d'Ivoire. Pendant 3 jours, les membres de cette confédération ont été instruits à travers des partages d'expériences et conseils pour une meilleure gestion de leurs structures et entreprises. Ces sessions les aideront à élaborer des diagnostics, notamment des plans stratégiques, un modèle économique et un plan de trésorerie, entre autres. Nous sommes partis sur un point, c'est de développer donc une nouvelle vision, poser les bases d'une vision
et comment cette vision-là se décline en activité, dans un portefeuille d'activités qu'ils peuvent réaliser et qui leur permettent d'avancer. Après, nous avons évalué donc, le capital humain, donc les personnes en présence, de quoi ils ont besoin en termes de personnel, clé pour leur permettre d'avancer. Après, nous avons travaillé sur le plateau technique, donc qu'est-ce qu'ils ont comme élément pour arriver, étant entendu que le secteur du bâtiment est très exigeant en qualité. J'ai appris quand même à savoir élaborer des plans, à savoir faire des évaluations de travaux, et puis encore à savoir garder ma comptabilité, ou du moins faire fonctionner ma comptabilité comme il se doit, pour pouvoir préparer un meilleur bilan. Cette activité est une étape importante pour tous les membres de la Confédération. Elle constitue un levier de planification stratégique pour le développement. Vous savez que depuis fort longtemps que la Confédération était en train de se battre pour une restructuration et la mise en place d'un plan stratégique qui va nous propulser. Aujourd'hui, que c'est chose faite grâce au PUDICAS et à travers la Banque mondiale qui finance ce projet. Et nous devons aussi remercier aussi que notre parrain qui vraiment a joué un rôle qui est le ministre du Budget et des Finances. C'est ici qu'il faut le remercier, qui a joué un grand rôle de telle sorte qu'aujourd'hui que nous soyons accompagnés par le PUDICAS. Le séminaire de planification stratégique de la Confédération des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries de Côte d'Ivoire a réuni une cinquantaine de membres du bureau et représentants au niveau national. Ces travaux viennent contribuer à faire avancer le fonds social concernant cette profession. Elle bénéficie de l'accompagnement du PUDICAS et du financement de la Banque mondiale. Pour répondre à l'enjeu lié au développement du capital humain, le groupe Expertise Locale a procédé au lancement de l'édition 2024 des Journées nationales des métiers ce jeudi. Une rencontre qui va favoriser la mise en place d'une synergie de diverses compétences de métiers à travers une plateforme événementielle de formation et de réseautage, nous témoigne Sandrine Kwame et Seth Ekissi. Ce que nous on fait à travers le concept Journée nationale métier, c'est que chaque année, on réunit les patrons de cette direction métier-là, de sorte à ce que ceux-là viennent partager leurs expériences, viennent benchmarker pendant environ 3 jours, de sorte à partager ce qui est bon et à partager aussi ce qui est mauvais. Parce que quand quelqu'un a fait quelque chose dans son entreprise et que ça n'a pas marché, en termes de partage d'expérience, on bloque. Au niveau des journées métiers, nous avons les journées nationales de la communication et du marketing. Nous avons les journées nationales du développement commercial. Nous avons les journées nationales de la RSE. Nous avons les journées nationales de la qualité, du management de la qualité, les journées nationales des finances et de la comptabilité, les journées nationales des systèmes d'information, les journées nationales de la logistique et des achats, les journées nationales du patrimoine et des moyens généraux, les journées nationales des ressources humaines et les journées nationales du secrétariat et de la Sistana. Chaque année, il y a des gens qui expérimentent de nouvelles thématiques. Parce que vous voyez, donc vraiment c'est un cas de partage d'expérience, c'est un cas de réseautage, c'est un cas de benchmark avec des activités tant intellectuelles que des activités lucratives, parce que c'est autour d'un petit verre de champagne, d'un petit cigare que les cadres dirigeants renforcent leurs relations qui deviennent après profitables à l'entreprise. Ouvrons une page de santé dans ce journal. Les professionnels de médias réunis au sein du RECLE TASSU mènent depuis plusieurs années à travers leurs plumes un combat contre la consommation du tabac. Soutenu par le programme national de lutte contre le tabac PNLTA, le RECLE TASSU a procédé ce vendredi au lancement de ses activités. 2014-2024, 10 ans qu'a duré la lutte contre le tabagisme, l'alcool, la drogue en milieu scolaire et universitaire. Une lutte engagée par le réseau des communicateurs en partenariat avec le Programme national de lutte contre le tabagisme PNLTA. Des programmes coordonnés qui ont permis la réduction du tabagisme, de l'alcoolisme et de la toxicomanie
comme toute autre addiction sur l'ensemble du territoire. Je puis dire que la sensibilisation depuis 10 ans a porté des fruits, puisqu'on a une baisse sensible de la prévalence du tabagisme, notamment chez les jeunes. Chez les jeunes hommes, dans ce laps de temps, la prévalence est passée de 14% à 12% en ce qui concerne les jeunes de sexe masculin. Et au niveau des jeunes filles, il y a une légère hausse, comme je l'ai dit tantôt, due à l'utilisation des nouveaux produits du tabac. La cigarette électronique, la chicha, ce sont des produits qui ont du succès auprès des jeunes filles qui ne perçoivent pas la dangerosité. Pour ce 10e anniversaire, il a été également question de la 3e édition du concours La Plume Anti-Tabac. Dimitri Agouti, président du réseau des communicateurs et initiateur du concours, a rappelé les enjeux. On lance nos activités à partir de cette conférence de presse. Ces 10 ans seront marqués par des conférences publiques, des campagnes de sensibilisation dans les écoles. Et nous aurons aussi l'apothéose du concours La Plume Anti-Tabac qui désigne le meilleur journaliste ivoirien engagé dans la lutte anti-tabac. Et nous sommes à la 3e édition de ce concours-là. Il faut dire que cette année, il y a eu beaucoup de journalistes qui ont participé. C'est un honneur pour moi d'associer mon image aux 10 ans du Rectasu, qui est pour moi l'un des piliers de la lutte contre la drogue et la toxicomanie en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire enregistre 5000 décès annuels dus à la consommation du tabac et des produits dérivés. L'État consacre environ 28 milliards par an pour la prise en charge des patients tabagiques. Malheureusement, le tabac est un facteur favorisant les cancers de la vessie, du pancréas, du sein, du col de l'utérus. Les Ivoiriens devraient prendre conscience de ce fléau. L'actualité nous emmène à Yamoussoukro. Le réseau de formation agricole et rurale Session Côte d'Ivoire a achevé ce samedi à Yamoussoukro un séminaire d'orientation stratégique couplé à une assemblée générale de renouvellement de ses instances de gouvernance à l'effet de relever de nouveaux défis. Le nouveau président est Dr Kone Siaka, élu pour 3 ans. Nous témoigne Charles Kouakou, commenté par Pierre Tebeu. Débuté par une assemblée générale ordinaire avec l'élection du nouveau président du réseau, les travaux de Yamoussoukro ont vu la présence de toutes les parties prenantes du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Ce réseau est une synergie d'action entre plusieurs institutions dans la formation agricole et rurale, de sorte à avoir un continuum de formation qui permet de former à plusieurs niveaux, notamment la base que constituent les producteurs, les techniciens, les ingénieurs et au niveau doctoral. Il est question donc de faire vivre et de faire prospérer davantage les initiatives qui ont été faites. Donc pour nous, c'est une action continue. Nous allons, dans le cadre de notre mandat, donc, faire ce qu'il est possible de faire, de sorte que, en tout cas, comme je l'ai expliqué, la formation agricole rurale soit donc un pilier pour le bien-être et le développement de la Côte d'Ivoire. Présent à Yamoussoukro pour soutenir la section ivoirienne, le directeur exécutif du réseau international phare a énuméré quelques-uns des défis qui attendent l'organisation. C'est de remettre la formation agricole et rurale dans les agendas politiques et dans les priorités et de doter les établissements d'enseignement agricole et de formation professionnelle de moyens importants pour qu'ils relèvent leurs challenges. Ces assises ont vu la présence du représentant du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la production vivrière, du président de la Chambre nationale d'agriculture. Monsieur le ministre d'État a été toujours à l'avant-garde de tout ce qui est développement agricole. Il a bien voulu apporter sa caution aux nouvelles instances afin qu'il y ait encore plus de dynamisme et plus de volonté dans les activités de formation professionnelle agricole. Monsieur le ministre d'État souhaiterait que la formation professionnelle agricole puisse susciter des vocations et qu'elle puisse permettre à une nouvelle génération de tenir toute sa place dans le développement agricole de ce pays. Pour rappel, ce réseau existe dans 19 pays en Afrique. La conférence trimestrielle du corps préfectoral du Guémont a eu lieu récemment à Fakobli. Les préfets et sous-préfets ont été instruits sur le thème « Engagement pour le renforcement de l'autorité de l'État dans la région du Guémont ». Durant 4 heures d'horloge, les premiers responsables de l'administration régionale ont été outillés à la gestion de leurs administrés et des terres. Le reportage est signé Théodore Kanga.
Cette réunion a été l'occasion pour les responsables administratifs de se pencher sur les défis et les opportunités liées à leur rôle crucial dans la gouvernance locale. L'accent a été mis sur l'importance de l'autorité de l'État dans la région, en particulier en ce qui concerne la gestion foncière. Le Tchad, système, vous savez, dans l'imaginaire collectif, la région de l'Ouest est une région réputée difficile. Particulièrement la région du Guémon. Il est toujours bon que les autorités préfectorales que nous sommes, que nous puissions réaffirmer notre engagement pour renforcer l'État dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Ce que nous souhaitons voir améliorer, c'est surtout la question du foncier urbain, le foncier rural. Donc, notre souci, c'est d'abord de faire connaître les textes, de faire connaître les bonnes pratiques, et puis d'amener les populations à respecter ces textes-là. De la façon dont les populations respectent les autorités, nous souhaitons que ces populations respectent les textes qui régissent et le foncier urbain et le foncier rural. Durant 4 heures de formation intensive, les préfets, sous-préfets et chefferies traditionnelles ont eu l'opportunité d'approfondir leurs connaissances sur les lois et les réglementations en matière de foncier et de gestion des terres. À Fakobli, à faire des terres là. Pour que si on veut faire, on n'a qu'à faire doucement pour que notre village là va devenir vrai village de Fakobli. Les préfets ne peuvent pas se lever comme ça pour rendre les décisions. Les préfets travaillent avec la chefferie traditionnelle. Et comme je disais tout à l'heure, c'est les chefs traditionnels qui éclairent le préfet pour qu'il puisse rendre la décision. Donc c'est normal. Aujourd'hui, il faut s'adresser directement au préfet pour tout ce qui est problème titre foncier. Cette réunion trimestrielle a donc été plus qu'une simple séance de formation, moment de réflexion et de collaboration pour les responsables administratifs de la région du Guémon. À Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, l'ONG La Bienfaisance et son partenaire Croissant Rouge des Émirats, comme chaque fête de Ramadan, habillent les orphelins. Cette année encore, ils ont donné du sourire à plus de 180 orphelins et non-orphelins afin qu'ils passent la fête de Ramadan dans la joie. Ouattara Daouda. Ils sont un peu plus de 180 orphelins de père ou de mère, ou encore des deux parents, que l'ONG La Bienfaisance et ses partenaires des Émirats Arabes Unis, Croissant Rouge, ont bien voulu leur donner du sourire à quelques jours de la fête de Ramadan, prévue pour ce 10 avril 2024. Nous essayons chaque mois de Ramadan de contribuer le peu que nous avons avec les personnes de l'EPG, surtout les enfants. Nous les appelons, nous les habillons pour que la fête soit belle. Également, les familles de l'EPG reçoivent d'autres dons comme des kits alimentaires, y compris la zakat que nous allons distribuer. Le pays traverse un moment un peu dur et l'État ne peut pas tout faire. Donc il faut des ONG qui aident l'État pour faire ces choses-là. Et notre communauté est un peu faible. Donc c'est pour ça que nous, on a cherché des partenaires un peu partout. On a actuellement 4 partenaires au Général. Donc il y a Dardo Society, puis la Croissant Rouge, et puis Dubaï Charity, et puis Chaka. Donc tout ça là, c'est pour aider la population ivoirienne, pour qu'ils puissent être bien dans leur vie. Ces dons sont composés de vêtements et de chaussures. Les tuteurs des tout-petits n'ont pas manqué d'exprimer leur joie aux donateurs, ainsi que les autorités en charge de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Nous sommes rassemblés encore par l'ONG La Bienfaisance pour la distribution des vêtements. Il faut dire que l'ONG Bienfaisance n'est pas à sa première action de solidarité. La semaine passée, nous étions là pour la distribution des vivres. Aujourd'hui, c'est la distribution des vêtements faits aux enfants orphelins, aux enfants vulnérables. Il faut dire que cette ONG fait beaucoup dans la région du Gouron. Cette sympathique cérémonie de remise de vêtements pour la fête aux orphelins s'est soldée par une photo d'ensemble.
En image, selon Sediko Douka, commissaire de l'organisation en charge des infrastructures, digitalisation et postes, la CEDEAO espère lancer effectivement son fonds de développement et de financement des secteurs des transports et de l'énergie d'ici à la fin de cette année. Le fonds sera dédié à l'amélioration et au développement des infrastructures critiques dans les secteurs du transport et de l'énergie, essentiels pour la croissance économique et l'intégration régionale. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.